et bienvenue sur le podcast Guinétopia ou la révolution des compétents. Je m'appelle Diana Taborda Gomez, je vis en Guinée-Bissau depuis 2021 et dans ce podcast, je veux imaginer avec vous la Guinée-Bissau de demain pour que tous ensemble, on puisse faire du dicton Guinée facile compo une réalité. Embarquez avec moi dans ce voyage de transformation de notre chère Guinée-Bissau. Bienvenue chez vous. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 11. J'espère que vous allez tous bien. La thématique de la pyramide de Maslow m'a bien inspiré le titre de l'épisode Nostra Junto, qui veut dire on est ensemble. Nous montons au niveau 3 de la pyramide, à savoir le sentiment d'appartenance. Officiellement, c'est besoin d'appartenance, d'amour et d'affection des autres. Mais je trouvais qu'utiliser All we need is love des Beatles ou Moi j'ai besoin d'amour de Laurie, ça ne collait pas vraiment avec l'esprit Guigui qu'on essaye de conserver dans ce podcast. Donc, je préfère vous mettre un extrait de Alain Guinée de Neida Marta. Dans l'épisode d'aujourd'hui, donc, on attaque le sentiment d'appartenance ou comment conserver l'esprit d'union nationale tout en préservant les différences culturelles de la trentaine d'ethnies du pays. Un point histoire s'impose, j'aimerais que vous vous rendiez compte de la résilience culturelle de nos peuples dans cette région de Sénégambie, puisque nos ancêtres font partie de ceux qui ont croisé les colons portugais les plus tôt dans l'histoire. Je n'oublie pas la colonisation arabo-musulmane, mais bon, concentrons-nous sur un ennemi à la fois. Le pape Nicolas V a donné l'autorisation au roi Alphonse du Portugal dès janvier 1454 d'aller soumettre les sarrasins, le sarrasin étant une plante qui donne des graines marron. Vous comprenez vite à qui on s'adresse avec ce terme. Je vous lis l'extrait le plus croustillant d'une de ces lettres papales. Nous avions jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse du Portugal, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les sarrasins, païens et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient, avec leur royaume, duché, principauté, domaine, propriété, meubles et immeubles, tous les biens par eux détenus et possédés, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle, de s'attribuer et faire servir à usage et utilité ces dits royaumes, duchés, contrées, principautés, propriétés, possessions et biens de ces infidèles sarrasins et païens. Fin de citation. J'adore la façon dont il fait la liste de tout le monde et de partout. Comme ça, il n'oublie aucun bien, il n'oublie personne et il n'oublie aucun territoire à aller soumettre en esclavage. Bref. Je disais donc que le contact avec les colons est un peu plus ancien chez nous que dans le reste de l'Afrique et que malgré ça, on retrouve les langues et les traditions millénaires encore très vives dans la plupart des ethnies du pays. Et je trouve ça magnifique. Cela étant dit, je ne vais pas cacher le ciel avec ma main, toutes ces cultures sont menacées par l'universalisme et l'impérialisme mondial. Et à une échelle locale, par le métissage et ce que je trouve beaucoup plus subtil et pernicieux, ce que j'appelle le nationalisme négationniste. Je ne pense pas que ça existe. J'ai plusieurs fois fait l'expérience et ça m'avait à chaque fois choqué. Dans le cadre du programme Décennie du retour avec les afrodescendants américains, lorsque nous demandions à quelqu'un dans l'audience de quelle ethnie il était, il y a eu plusieurs fois ce silence et cette expression faciale où on lit comme une incompréhension ou de la méfiance. Et ça, on le voyait chez les plus anciens. L'impression que parce que Amilcar Cabral et les fondateurs de la nation bissau-guinéenne ont décidé d'unir les groupes ethniques pour se battre contre les colons, il faudrait aujourd'hui effacer l'ethnicité de chacun pour éviter d'éventuelles palabres et, à un plus grand niveau, des guerres tribales. Je trouve ça triste et grave d'en arriver là, en plus d'être un peu hypocrite puisque nous sommes les premiers à promouvoir nos différences ethniques les plus visibles pendant le carnaval. Je suis moi-même métisse, d'une mère métisse, mais j'ai toujours été de celles qui différencient l'ethnicité et la nationalité. Je sors ma carte de sociologue de comptoir dans cet épisode, donc ne me tirez pas dessus. Après la famille de sang, l'ethnie est le premier jalon d'appartenance et tout panafricain se doit de reconnaître ça. J'aborderai la question des frontières berlinoises dans un autre épisode, mais l'Afrique sans frontières, comme un seul bloc, je trouve ça dangereux car les premières choses qui seront abîmées par l'uniformisme seront les cultures. Mais que faire quand un groupe ethnique a réussi à ne pas trop se métisser ou a réussi à assimiler les membres étrangers comme les siens et que ce groupe prend donc le pouvoir économique et sociétal sur les autres? Puisqu'une très grande partie de la population est ethniquement métissée, et que même les purs de Quattrodona doivent pouvoir vivre en paix, il va falloir qu'on apprenne à s'aimer ou tout au moins à se respecter. Et il n'y a pas de miracle. Contre la xénophobie et les préjugés, il faut mettre fin à l'ignorance.
Et sans vouloir intervenir dans la vie privée des gens, Guinétopia et l'État ont quand même plusieurs cartes à jouer au niveau national. Mais avant de passer ces cartes en revue, j'aimerais passer sur le fait que tant que nous sommes dans un système capitaliste et individualiste, ou alors tant que toute la population ne se soit pas entièrement métissée, l'union tant espérée sera une chimère. Donc quand on dit que le capitalisme est le plus grand mal des maux de cette planète, ce ne sont pas des blagues du tout parce qu'il a un impact sur absolument tous les domaines de la cité. Si encore les gens riches se contentaient d'exploiter la force de travail juste pour avoir une vie confortable et être heureux, à la limite, bon, il y aura toujours l'exploitation des moins pourvus que soi et il y aura toujours une concentration de richesses. Mais ça s'arrête à peu près là. Mais non, si on mélange la nature humaine et le capitalisme, après la vie confortable, vient la volonté d'imposer aux autres une façon de penser, un mode de vie particulier. Et comme l'argent n'est jamais assez, un tel veut changer les lois qui assuraient tant bien que mal une certaine équité ou égalité. Il va les changer en sa faveur pour augmenter cette concentration de richesse vers lui évidemment. Et ça augmente les convoitises. Et ça augmente la prédation et ça augmente son pouvoir sur les autres et la boucle est bouclée. Même avec une séparation du pouvoir, il arrive très vite que celui qui a réussi à concentrer suffisamment d'argent et donc de pouvoir ait une influence sur ceux qui n'en ont pas et tout le système se plie aux volontés de celui qui a le pouvoir et donc l'argent. Oui, le fin fond de ma pensée, c'est que l'on devrait tous avoir un plancher commun, mais aussi un plafond de revenus. Voilà, je l'ai dit et je développerai ça dans la saison 2. Je suis convaincue que dans une centaine d'années, quand l'humanité sera allée au bout de l'expérience du capitalisme, de la déconnexion avec la Terre et je dirais même la déconnexion avec nos propres cerveaux, elle aura atteint un seuil critique de gens qui auront compris l'arnaque, on aura fini un énorme cycle et on arrivera enfin à faire la bascule et se reconcentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire le respect de la Terre et de ses cycles, et j'ajoute dedans le respect de la femme et de ses cycles, le respect de son propre environnement, différent de celui du voisin, le respect de la façon de vivre du voisin, qui est différente de la sienne, justement à cause de cette différence de territoire, d'environnement, qui amènera à un retour à la collaboration entre chacun. Et par-dessus tout ça, la Terre elle-même saura faire un auto-nettoyage des ignorants, ceux qui n'auraient pas appris la leçon de la résilience, donc mes amis, sauf qui peut. Ça, c'était ma tirade anticapitaliste. Mais il faut aussi se rendre à l'évidence qu'il sera difficile de revenir à un système dit traditionnel, d'échange ou de troc selon les cultures où les foulas étaient connus pour telle chose, les balantas pour telle autre et les pépelles pour telle autre. Et tout le monde échangeait et prospérait dans sa communauté. Ce système a disparu en Occident depuis plusieurs centaines d'années. En Afrique, avec l'accès à l'éducation moderne et technologique, de plus en plus facilité, le lien entre les ethnies et les corps de métier tend à disparaître encore plus rapidement. À ce propos, j'espère pour vous que vous avez regardé le documentaire Schooling the World dont je vous ai parlé dans l'épisode 8 et si ce n'est pas le cas, je vous remets le lien en description. Dans une très grande majorité des cas, les transmissions des métiers de génération en génération se sont bien passées. Ça a fonctionné comme ça jusqu'à, encore une fois, l'avènement de la globalisation et du capitalisme. Aujourd'hui, comme le but est toujours de tirer le prix vers le bas, quelqu'un qui n'a pas le savoir-faire ancestral, mais parce qu'il est plus pauvre que moi, peut se faire exploiter et faire mon métier pour beaucoup moins cher. C'est là le problème de la Guinée-Bissau. À part le panneau de Pinti, et encore, plus pour très longtemps je pense, le reste du monde sait faire tout ce que la Guinée-Bissau sait faire, en moins cher. Vous voulez vous battre comment face à ça? Et souvenez-vous, la Guinée-Bissau n'a que 52 ans. Mon père et probablement le vôtre, vous qui m'écoutez, sont plus âgés que la construction sociale appelée Guinée-Bissau. Si l'on veut sauvegarder nos savoir-faire et ne pas les laisser se réduire à du folklore, il va falloir se protéger. Vous comprenez comment, parfois, les leaders, avec au départ un discours très pro-démocratie, en viennent à resserrer l'étau. Et là, je pars du postulat bisounours, où aucune force étrangère n'essaye de saboter votre travail en espionnant, soudoyant ou infiltrant votre population. Et comprenez-moi bien, je ne prône pas pour autant la dictature de la pensée unique, mais j'espère que vous avez saisi qu'il faut un cadre plutôt resserré dans lequel chacun peut exercer sa liberté sans empiéter sur celle des autres. Bref, revenons au sujet du jour, ou comment Guinétopia, en tant que gouvernement, peut d'un côté valoriser les cultures différentes et conserver cet esprit de Guinendadi pour le bon vivre ensemble. Je peux résumer la réponse en une phrase, se donner les moyens de se connaître soi-même et de connaître l'autre. On a déjà parlé de la création de commissions linguistiques pour chaque langue ethnique, je vais passer rapidement dessus, les ouvrages distribués gratuitement, les enseignements dans les écoles au niveau local, dont par exemple au nord, les élèves auront des cours de Floup et de Manjaku, à l'est de Fula et de Mandinga, et ainsi de suite sur le reste du territoire, vous comprenez l'idée. Ensuite, de vrais centres culturels et historiques locaux, des musées qui n'ont
n'ont pas besoin de ressembler au Quai Branly. D'ailleurs, parenthèse, on devrait tous aller récupérer ce qui se trouve au Quai Branly. Mais enfin bref, je disais donc des musées installés aux quatre coins du pays où l'histoire non censurée et la culture de chaque ethnie sera racontée. Il y a à peu près 30 ethnies. Eh bien, va pour 30 maisons musées. Il y a plus de 1200 musées en France, dont le musée du lavage et du repassage. Donc, n'ayons aucune vergogne à présenter nos histoires ethniques au reste de la population et au monde. Ça, c'est le minimum que l'État puisse faire pour impulser un peu de curiosité envers l'autre, celui qui est différent de nous. Ensuite, la population et les entités privées pourront prendre le relais pour organiser des cours. Des artistes pourraient ouvrir des cafés-théâtres en langue locale, être aidés à produire plus d'œuvres en langue locale, même si on se résume à des produits digitaux au début. L'important, c'est la conservation et la transmission de l'imaginaire, de l'histoire et de la culture. Ensuite, ce qui ne peut pas être circonscrit au niveau ethnique pour X ou Y raison, doit de toute façon être conservé en sécurité. La digitalisation est un outil de plus en plus accessible pour ça, avec toujours en tête cette transmission. Je préfère voir la langue Diakanka, par exemple, perdurer dans la bouche d'une jeune pépelle qui aura eu le coup de foudre, plutôt que de la voir mourir par manque de locuteurs natifs intéressés. Évidemment, l'école a son rôle de pacificateur à jouer, tant dans l'enseignement en tant que tel, mais aussi dans les techniques de résolution de conflits. Le travail que fait par exemple l'ONG Vosges du Pache devrait être intégré dans les programmes scolaires, comme la communication non violente ou la médiation avec des chefs traditionnels. Jusqu'ici, on a plutôt parlé de comment conserver et valoriser l'héritage ethnique. Maintenant, que peut-on faire pour la partie Guinendadi? Parce que mine de rien, c'est pas demain que ces frontières disparaîtront complètement. En vérité, la Guinée-Bissau n'a pas de gros problèmes ethniques, faut pas exagérer. D'autres pays voisins ont des problèmes communautaires beaucoup plus sérieux. Mais bon, tout de même, ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est de continuer le travail de mémoire sur la lutte de libération, qui montrait que peu importe qui on était, on se battait contre le même ennemi. Je remets une couche, mais on a un ennemi commun, c'est le capitalisme, et si on peut, on va dire, raviver cet esprit d'union contre le capitalisme, je pense qu'on aura tout gagné. Il y a aussi les films documentaires, les films de fiction et l'art en général à pousser dans les quartiers et dans les villages pour que tout soit plus accessible et visible. Enfin, il y a aussi un travail d'excuse publique et je pense au PIGC envers la communauté Minjac par exemple. Je ne sais pas du tout s'il y a d'autres communautés qui ont été touchées. Je ne vais pas m'aventurer à raconter une histoire que je ne maîtrise pas, mais en gros, il y a eu des persécutions graves commises par le parti unique à l'époque. Plus récemment, j'aimerais voir de mon vivant un gouvernement qui s'excuse et qui offre réparation, même symbolique, à tous les cas documentés de personnes tuées ou kidnappées, torturées sans raison. Rien ne justifie la torture, bien évidemment, mais vous comprenez mon propos. Une vie où la dignité humaine est inestimable. Et dans la plupart des cas, les auteurs de ces actes sont morts depuis longtemps. Mais j'aimerais une commission judiciaire spéciale qui recueille ces témoignages. Ce genre de choses peut apaiser des rancœurs qui se transmettent de génération en génération depuis trop longtemps. Et on a vite fait de faire des amalgames ethniques après le politique. Et souvenez-vous, si dans les autres domaines, on a mis les choses en place, comme un nouveau système économique beaucoup plus équitable, un système d'habitation qui réunit les gens au lieu de les isoler, une aide à la parentalité, une meilleure instruction et des formations professionnelles qui servent vraiment la progression du pays, je mets ma main à couper que l'hostilité ethnique diminuera et on retrouvera l'harmonie que nos parents et grands-parents parlaient quand ils étaient jeunes. Je m'arrête donc sur ces paroles d'espoir. Peu importe d'où vous m'écoutez, je vous demande comme une faveur de pratiquer la bonté et la compassion pour vous-même d'abord et pour vos voisins. Pour l'instant, nous sommes tous des rats courant chacun dans nos roues après l'argent sans pour autant atteindre le bonheur pour certains. Alors cultivons au moins la paix et le partage. Et si vous vous sentez l'âme vraiment généreuse, j'aurai 34 ans vendredi prochain, le 10 octobre, alors je vous laisse un lien spécial dans la description. Allez y jeter un œil. Passez une très belle journée et à dans 15 jours. Ciao, ciao. Merci de m'avoir écouté. Partagez à fond pour qu'on soit de plus en plus nombreux à imaginer la Guinée-Bissau idéale et prospère. Je vous embrasse. À la prochaine. Ciao, ciao.